Audrey Bourrelot, bonjour et merci de nous avoir rejoints ce matin dans cette journée technique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes petite fille d'agriculteur, vous avez travaillé pour un baron de l'industrie pendant plusieurs années. Après, vous êtes parti dans ce secteur de ce que vous appelez les produits à sentiment, c'est les produits le vin pour vous. Vous êtes ensuite parti suivre Emmanuel Macron lors de sa campagne à l'Élysée. Vous avez été sa conseillère en agriculture, évidemment pour la forêt également et d'autres questions. Et puis en 2019, vous avez été éprise de sens et vous avez créé Hectare aux côtés de Xavier Niel. Hectare, c'est un centre de formation, c'est une ferme. Surtout, on est à quelques kilomètres de Paris, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez créé? À quoi ça ressemble? Et bonjour tout d'abord à vous, merci d'être là. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis ravie de revenir dans ce que j'appelle des régions de produits à sentiment et c'est ce qui m'a aligné toute ma vie, de travailler pour des productions en lien avec le vivant. Je vais essayer de vous expliquer très rapidement ce qu'est Hectare et je vais aussi un peu sortir des sujets techniques, même s'ils sont importants. C'était un peu le sens de ma venue ici. Je pense que les slides vont fonctionner. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc effectivement, Hectare, c'est à la fois un campus et une ferme pilote. Je suis moi-même chef d'exploitation sur 300 hectares en céréales, élevage laitier, floriculture et bientôt arboriculture puisqu'on va lancer des nouveaux ateliers de production l'année prochaine. Et c'était pour moi, la quarantaine bien tassée, essayer de partager des convictions qui me sont chères et de les transmettre. Donc on a 3 métiers chez Hectare. On travaille sur, la slide suivante si j'y arrive, énormément sur les enjeux de neutralité carbone. Je n'ai pas assisté à toutes les présentations ce matin, mais quand on est comme vous et moi, je vais dire viticulteur ou chef d'exploitation, notre capital, c'est notre sol. Il n'y a aucun capitaine d'industrie qui n'a pas envie de prendre soin de son actif, ne serait-ce que pour le valoriser économiquement ou pour maintenir son potentiel de production. Et ça tombe bien quand on a des pratiques de régénération des sols, que ce soit parce que vous avez vu avant l'agroforesterie, les couverts végétaux, ça nous permet de stocker du carbone et de répondre à ce défi de neutralité carbone, que l'aval de la chaîne de valeur. Nous, on travaille énormément pour la distribution, pour les marques, les industriels de tout secteur. On se rend compte que quand on fait un bilan carbone, j'ai pris la baguette de pain parce que c'est un autre produit qui m'est cher, eh bien on a à peu près la moitié des émissions carbone d'un morceau de pain qui sont liées à la conduite dont on fait pousser le blé sur nos fermes. Si j'avais représenté une bouteille de vin, ça aurait été plus faible, puisque vous le savez que l'émission carbone est aussi liée beaucoup aux matériaux de packaging, au verre de la bouteille, mais on aurait eu quand même un bon tiers de la façon dont on conduit les productions sur nos exploitations. Énorme enjeu parce qu'au niveau européen, il y a une directive que vous connaissez peut-être, qu'on appelle la CSRD. Je ne vais pas éviter des grands langages de ma vie d'avant, un peu techno, mais il n'empêche que les entreprises demandent une traçabilité qui n'est plus seulement financière, mais peut-être de compter ce qu'on ne comptait pas avant, le carbone, la biodiversité. Et quand j'ai vu ça en fondant Hectare, je vais après passer sur le second défi, mais ce défi environnemental, pour moi, il est comment on sort d'un objectif de moyens, de cahier des charges, d'obligations qu'on a déjà, à essayer de le quantifier avec des outils de notre temps. Donc, chez Hectare, on fait un premier métier qui est modéliser ces transitions, en disant mais combien ça coûte de rajouter des pratiques de couverts végétaux, d'agroforesterie? Est-ce qu'on peut le répercuter sur le coût de mon vin, mon blé, etc. Donc, on est vraiment très ancré sur l'économie. Et au-delà de ça, on teste beaucoup d'innovations. En 3 ans d'activité, on a identifié 2000 startups dans le monde entier. Et maintenant, après 3 ans d'avoir fait ça, je veux dire comment ça marche dans nos vraies vies. Et je vais y revenir beaucoup. Nos vraies vies, ce sont des vies de chefs d'entreprise où il faut que ça soit facile à prendre en main, que ça ne coûte pas trop cher et qu'on y arrive. Donc, je vais vous donner 3 exemples en ce moment. On mesure la biodiversité sur notre ferme. Je teste 3 méthodes, l'ADN environnemental, le PCR et le test Covid qu'on a malheureusement tous fait pendant le Covid. Ça a démocratisé l'ADN du sol. Et donc, on prend des échantillons de terre, des points d'eau dans des mares, et on peut arriver pour un très faible coût à quantifier comme un génome, une carte d'identité de notre sol, et de faire des croisements avec des algorithmes pour savoir le nombre de faunes qui est passé. Ça nous donne un indicateur de biodiversité. Autre chose qu'on teste en ce moment, on a mis des boîtiers de bioacoustique sur nos arbres et on arrive aujourd'hui en enregistrement à savoir le nombre d'espèces et le nombre d'oiseaux présents, ce qui nous permet de mesurer l'évolution de la biodiversité. Donc nous, on sait que les objectifs de moyens, ils sont souvent faits, très bien pilotés. On a plutôt cherché est-ce que l'innovation de demain peut nous permettre d'avoir des résultats pour donner à nos partenaires de la chaîne de valeur, distributeurs, coopératives, ou même quand on vend son produit en direct, on doit rendre compte de ce qui ne comptait pas avant. Qu'est-ce qui vous a pris, Audrey, d'aller faire l'agriculture, devenir chef d'exploitation? Qu'est-ce qui vous a attiré? J'aurais pu faire Hectare confortablement dans un bureau avec des slides, j'en fais encore, mais je peux vous dire, et c'est le deuxième choc qui va être là où j'ai échoué, parce que je pense que c'est important quand on entreprend, et surtout dans nos métiers, dire ce qu'on a raté. Moi, d'être moi-même à la tête d'une ferme,
alors que j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Et même, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit sujet dont on ne parle pas. On parle beaucoup de technique, environnement, c'est le social. Et le social, c'est un chef d'entreprise de son territoire. Et moi, je me suis dit, je fais quand même un projet super. Il y a plein de salariés qui vont venir travailler sur ma ferme. J'ai remis un élevage laitier à 35 minutes de Paris. Et quand j'ai passé l'annonce pour trouver un salarié agricole, j'ai dû avoir à peu près le même taux de retour que certains, l'enjeu de mobilité, de compétences, de description. Et j'ai pris le mur social, mais je l'ai pris vraiment. Transmission orale des informations, femme clé ou homme clé, tout reposé sur moi. Aucune autonomie des équipes. Aucune capitalisation sur le passé. J'ai repris une ferme à quelqu'un qui avait fait 60 ans sur cette ferme. J'ai hérité d'un registre phyto sur papier et de quelques déclarations d'assolement. Aucun savoir, en fait. Quand vous reprenez une ferme, j'avais aucun savoir du cédant. Et donc, je me suis dit, finalement, il y a plein de gens bien meilleurs que nous sur la technique, l'agronomie, le carbone, mais peut-être qu'on va devoir accélérer le social, et c'est là-dessus qu'on se positionne aujourd'hui. Et c'était le sens de la slide que je vais juste remettre. La transition sociale, ce qui me questionne aujourd'hui, après 3 ans dans les bottes, on va dire avec Hectare, on a une incapacité de financement de la relève. Je vais être un peu cash. Moi, je ne sais pas installer des nouveaux entrants qui ne sont pas dans une transmission familiale. Quand on arrive à avoir pas trop de problèmes d'indivision, à essayer de financer une reprise familiale, c'est déjà sportif. Mais pour des nouveaux entrants, aujourd'hui, on va arriver à une financiarisation de l'outil et du capital foncier. Ce qui questionne, et ce que je vois arriver beaucoup plus sur des modèles aussi céréaliers, c'est une dissociation du foncier, du capital et du travail. Donc, c'est ce qu'on voit. Une ferme sur 10 en céréales en France. Pourquoi je parle des céréales? C'est 13 millions d'hectares sur 26 millions d'hectares. C'est la moitié des exploitations agricoles. Une ferme sur 10 est en délégation totale. Donc, on a un éloignement de celui qui décide, de celui qui opère dans les champs. Et donc, pour moi, on va assister à 2 grandes dissociations. Financiarisation, opération déléguée ou emploi de territoire. Et dans ces 2 voies, il y a des choses à faire. Moi, je ne suis pas pour donner des bons points de morale. Je le dis souvent, nous sommes les chefs d'entreprise, on prend les risques financiers, on choisit la façon dont on s'organise. On a de l'artisanat, on a de l'industrie dans d'autres secteurs. Et donc, dans ces 2 cas, qu'est-ce que ça va entraîner comme compétence de gestion du chef d'exploitation? Et c'est ça qui m'intéresse avec Hectare. Donc, pour y venir, je l'ai vu aussi, on a accompagné à peu près 200 repreneurs de fermes avec des questions auxquelles je ne m'étais pas préparée. C'est-à-dire que tout le monde suit très bien ses coûts d'intrants, beaucoup moins son coût social. Moi, j'ai eu Esther, reprise d'un vignoble familial. Elle venait en commercial marketing avec sa sœur. Elle reprend un vignoble dans le Bordelais. On l'a vraiment accompagnée sur toutes ses compétences avec est-ce que je garde un parc matériel? Est-ce que je sous-traite? Qu'est-ce que je sous-traite? L'administratif, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si je l'ai cité, on a rencontré Damien. Damien, lui, il a monté un modèle où il fait de la gestion pour compte de tiers sur plus de 10 000 hectares en Belgique, 4 000 hectares en France. C'est-à-dire qu'il va avoir des enfants d'agriculteurs qui reprennent. Il fait un contrat de gestion pour la PAC, toute la partie administrative, et après, il va chercher des ETA en région. Lui me dit, le coût administratif, c'est 90 € l'hectare. Alors, je me suis posé la question, je l'ai fait sur ma ferme. Aujourd'hui, j'avais un coût administratif qui était à peu près dans cette zone-là. Un de mes challenges sur ma ferme, je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire partout, c'est de diviser par 2 ce coût administratif. Comment on devient performant sur le social? Tant qu'en tant que chef d'entreprise, on ne mettra pas des euros sur l'administratif, le temps de recrutement, le temps perdu dans l'administratif de nos fermes, on ne pourra pas être meilleur, à la fois pour gagner des euros de rentabilité, mais aussi pour faire en sorte que nos entreprises demain, elles soient capables d'être transmises à d'autres. Des enfants qui sont partis faire autre chose et qui reviennent, ou des nouveaux entrants. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Nous, on a travaillé énormément ce sujet avec des agriculteurs. On a plus de 1000 agriculteurs chez Hectare dans notre base qui s'appelle Hectare Connect. Et sur toutes ces dimensions, à chaque fois, on le fait avec des personnes de la vraie vie. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a travaillé en Bretagne sur ce sujet de l'organisation au travail. On est allé sur le terrain, voir le travail détaché, les saisonniers, comment sont conduits l'accueil des saisonniers sur nos exploitations, quels sont les enjeux d'organisation au travail. Et ces agriculteurs qui réussissent deviennent un peu des coachs pour les autres, parce qu'on croit beaucoup que c'est comme ça que ça marche. On est quand même sur des métiers où il y a des forts systèmes de production, et donc nous on essaye vraiment de faire monter en compétence quelques agriculteurs qui peuvent après transmettre ces savoirs. Qu'est-ce qu'on veut éviter quand on parle de sujet? Nous, ce qu'on a voulu éviter, et c'est un peu généralisable, c'est qu'effectivement je puisse être là et que ce matin il y ait une traite, il y ait une production de yaourt, que tout se passe bien dans les opérations, soit que je sois dans une charge mentale très haute. On a un sujet de, je le dis souvent, quand vous travaillez entre 2500 et 3000 heures par an,
c'est le temps moyen d'un chef d'entreprise en France. Est-ce que je suis sur l'heure à valeur ajoutée dans mon entreprise? Je prends un exemple tout simple, le cauchemar des bons livraisons de tout ce qui arrive. Photo, numérisation, un logiciel d'intelligence artificielle, vous les triez en moins de 5 minutes chrono. Ça m'a gagné du temps, d'euros. Donc l'intelligence artificielle, toute la charge administrative, on va annoncer dans quelques semaines avec Hectare la capacité de faire des assistants pilotés par intelligence artificielle, ça se fait dans tous les métiers. C'est-à-dire que quand j'ai un contrôle, nous on est en bio et régénératif, quand j'ai un contrôle éco-cercle, le croisement de factures à ressortir sur le contrôle documentaire, pour être sûr que tout est OK quand le contrôleur peint, etc., un logiciel IA sait très bien le faire. Il va aller chercher le mot semence bio dans toutes les factures, les ressortir, faire l'Excel qui va bien, gain de temps. Il faut qu'on s'approprie ces outils dans la gestion du quotidien. Pré-remplissage de tous les dossiers d'aide. À chaque fois, j'ai un système agroforestier en keyline en plus, donc je peux le dire. Le dossier de plantation de haies, vous avez les barèmes par essence, le nombre d'arbres, et il faut remplir le descriptif de votre propriété. L'emploi saisonnier, allez demander à une IA d'aller chercher la fiche de poste type et la personnaliser sur votre exploitation, ça prend quelques minutes. Donc ce sont des euros qu'il faut qu'on arrive à faire cette transition sociale. Sortir de l'urgence opérationnelle, j'avais vu le programme et j'ai écouté ce matin, on gère du vivant, on gère de la complexité et on gère de la transition. Quand vous êtes noyé par l'opérationnel et tout ce qui ne va pas, on n'a pas la disponibilité, et je ne l'avais pas, de penser à mon modèle de transition. C'est la première année après 3 ans que je pense à ma stratégie d'adaptation en Île-de-France, parce qu'on s'est pris de la précipitation, de la sécheresse, on n'est pas épargné non plus. Et en fait, j'avais des équipes brillantes jeunes qui m'ont dit « mais on comprend », et je leur dis « on refait comme l'année dernière. On s'est fait manger 90% de nos semis de maïs et vous me faites le même assolement. Pourquoi ? On n'a pas le temps de penser autrement. On n'a pas le temps de penser à une culture d'adaptation, à chercher son débouché. » Donc ça doit rester la responsabilité du chef d'entreprise, les décisions stratégiques. Mais si on ne sait pas décharger de tout ce qui nous bouffe du temps et qui rapporte 0 € et sur lequel on n'a pas de valeur ajoutée, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de travailler avec Hectare. L'autre chose aussi, c'est qu'est-ce qu'on offre à nos salariés. Aujourd'hui, moi, j'ai pris conscience qu'en étant à 35 km de Paris, je suis dans une zone rurale pour les Parisiens, il faut passer le périphérique, et qu'en fait, j'ai eu la chance dans ce projet d'être accompagnée dans mon équipe de gens qui ne viennent pas de ce secteur, et c'est peut-être ce qui a fait cette prise de conscience, mais ils m'ont dit « mais qu'est-ce que tu offres ?» Il y a du travail sur la N10 de l'autre côté de l'exploitation, au supermarché, dans un entrepôt. Qu'est-ce qu'on offre? C'est quoi les conditions de mobilité? C'est quoi les conditions de rémunération? Qu'est-ce qu'en 15 jours, j'estime qu'un salarié aura réussi ou pas son intégration sur notre ferme? C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à balancer ce que j'idéalisais de ce qu'un salarié doit faire, sans le mettre dans la sécurité au travail. Et qu'est-ce qu'on attend en 15 jours? Donc moi, en 15 jours, on a quantifié sur un tableau Excel tout ce qu'on attendait pour se dire celui-ci, il est OK, pas OK. On fait des essais d'une journée sur la ferme, notamment sur le contact, nous, avec l'animal, qui est quand même un autre sujet en élevage, de gens qui sont aujourd'hui sur l'élevage. J'ai une ancienne agent de maintenance de l'industrie, j'ai eu un ambulancier. C'est ce que je vais recruter demain. Et donc, il faut que tout soit processé. Ce n'est pas à eux d'être responsables de l'état de santé du troupeau. J'ai une veto qui passe en conseil toutes les semaines. Moi, je cherche des salariés qui vont rester 2-3 ans. Il faut bien vivre avec le turnover de nos salariés. Certains vont me dire, mais moi, j'en ai un depuis 10 ans, 15 ans, il est super, tant mieux. Mais si demain il part, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on attire? Comment on devient attractif? Justement, je vais vous montrer juste que ça paraît. Alors nous, on est dans l'élevage. Quand je dis ça, on a l'impression qu'on a lancé une multinationale. Non, ça a été juste de me poser sur mettre que des process visuels. Chaque matériel sur la ferme, il y a un process de. On a un séchoir à fleurs, comment il s'allume, avec photos, explications. Je mets n'importe qui en une semaine qui n'a pas peur d'un animal, il sait faire une traite. Donc ça, c'était vraiment pour moi hyper important de ramener à des outils qui ne soient pas, non, ça va fonctionner quand même, vous en faites pas. Hop. Vous voyez, de ne pas casser le matériel. Donc c'est vraiment énormément d'outils visuels. Je prends ça sur les salariés, sur les temps de charge. Gérer un vignoble, une ferme, c'est la gestion du temps et de l'espace. C'est ce qu'on gère. Le plus dur pour nous, c'était de quantifier l'observation. Moi, j'ai 2 modèles, un modèle salarié et un modèle de sous-traitance totale sur les travaux agricoles. Donc, j'ai un agriculteur qui vient faire des travaux où il fait plus de tours de plaine que moi et ça m'intéresse de savoir ce qu'il voit. Aujourd'hui, dictée, grande culture orale, en tout cas pour nous. Bonjour, je suis Thomas, je suis sur la parcelle 23 haut, voilà ce que j'observe.
petit logiciel de traduction, on stocke tout, on a l'observation qui me permet de ressortir à il y a 2 ans qu'est-ce qui s'est passé à telle date. Ça, c'est sorti de ma tête maintenant, ça existe. Vous voyez, c'est vraiment arrivé sur des outils très simples parce que pour ceux qui veulent céder leur ferme dans quelques années, moi, j'ai perdu énormément de savoir du cédant. Donc, il y a une remontée d'informations qui est très, très longue. Et aujourd'hui, moi, je pense surtout aux cédants, mais j'ai une équipe très jeune qui me dit « mais ça va surtout nous aider à décider ». Comment demain on décide mieux parce qu'on aura ces informations en tête. Donc énormément d'outils de management de visuel. Là je le mets là, nous ça c'est des outils, ça s'appelle Glide, j'en fais la promo. Il ne faut pas être codeur, hein. On a créé nos propres outils, ça c'est vous voyez notre outil d'observation. Moi mon obsession c'était de savoir, et je vais le savoir tout à l'heure parce que c'était l'heure, si à peu près à l'heure où on se parle tout a été fait, c'est-à-dire est-ce que toutes les clôtures sont OK, est-ce que tous les animaux ont été vus, est-ce que la traite a été faite. Ça marche sur l'observation du végétal, on l'a fait pour une entreprise en Bretagne qui a des saisonniers et qui, au moment où elle recrute des saisonniers pour faire certaines tâches dans les champs, va perdre du temps à dire « j'ai vu ça sur tel rang, etc. etc. » alors que l'information, elle est immédiate. Donc, c'est des petites applications, ça ne coûte rien à faire, mais qui sont adaptées aux outils du quotidien, voir si tout est OK, si tout s'est bien passé. Matrice des polyvalences, pour finir, ça va vous paraître un peu jargonneux comme ça. C'est juste un Excel où on a détaillé tout ce qu'on attendait des salariés dans le temps. Mais ça va de savoir tracer une parcelle sur un GPS RTK, je suis désolée d'être hyper ancrée, à savoir faire ça. Et après, on les fait progresser, ils se notent de 0 à 5. J'ai 3 salariés, hein. Je n'ai pas une multinationale en emploi permanent. Mais pour qu'on aille autant creux dans les mortes saisons, les faire progresser sur leur plan d'évolution. Et ils repartent de chez nous, peut-être dans 2-3 ans, en ayant des compétences listées qui ont une valeur dans d'autres exploitations. Donc ça, c'est vraiment des outils de management très simples à mettre en place, pas coûteux, mais qui créent aussi une motivation en interne et qui nous permettent de progresser dans ça. On va essayer de se garder un petit quart d'heure pour des questions-réponses. C'est quoi les grandes ruptures que vont vivre les agriculteurs, voilà, les dernières, vous, comme eux? Les dernières, donc je vous l'ai dit, là vous voyez, c'est notre salarié Lamporne en yaourt qui cette semaine a essayé l'exosquelette. Exosquelette, c'est ergonomie au travail, poste, sur des choses qu'on pense très peu sur les postes de transformation, port de charge, ergonomie. Moi, j'avais fait un atelier de transformation qui répondait qu'aux sanitaires et qu'aux techniques. Changer une porte dans l'atelier, ça nous a gagné 35 minutes de temps de travail jour, où il fallait caler avec ce qu'elle porte, les chariots de yaourt, etc., etc. Donc il y a de l'ergonomie où c'est 35 minutes jour de gagner, un truc inutile. Donc il faut faire les améliorations continues. En bas, il y avait des startups, celle-ci n'existe plus, mais on pense que demain, il y aura de l'imagerie sur la taille qui pourra aider à accompagner les compétences. Ce que vous voyez à gauche, on l'a essayé le printemps dernier. J'espère qu'on va réussir à les convaincre de venir en Europe. Je dois vous dire que l'Europe est vue comme un petit marché sur l'innovation. Là, on a eu 2 refus d'entreprises israéliennes et néo-zélandaises sur des colliers connectés, notamment pour la surveillance des animaux et la gestion du pâturage, parce que complexité d'accès aux entreprises, petit marché. Donc nous, on pousse les lignes pour essayer de dire venez sur notre ferme pilote et un peu essuyer les plâtres. Ce robot que vous voyez, c'est l'équivalent d'un 150 chevaux. Ça traque tout outil de 3 mètres. Ça a 20 heures sur 24 d'autonomie. Et vous le faites un réglage et il fait tout ce qui est déchômage tout seul. Est-ce que demain, j'aurai dans 10 ans en Ile-de-France des tractoristes qui auront envie d'être vissés dans une cabine de tracteur? Ou est-ce que j'aurai des opérateurs qui me vendront du déchômage en service et qui mettront de robots 20 heures sur 24? Je n'ai pas la réponse non plus, comme tout à l'heure l'intervenant précédent. Ça m'intéresse, moi, de dire une chose. Je ne crois pas qu'on achètera ce genre d'outils. Je crois que ça arrivera en leasing. Et quand ça arrive en leasing, quelle est ma responsabilité de chef d'exploitation? Quand est-ce que mon assurance prend le relais? Qu'est-ce que mon salarié doit observer pour que ça fonctionne? Et quelles sont les compétences que je dois associer sur ma ferme? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est vraiment la prise en main opérationnelle de l'innovation. Juste en bas, je vous le donne, parce qu'on les a accompagnés. Inarix, c'est une start-up qu'on a accompagnée il y a 2 ans. Ça va très, très vite sur l'apprentissage qu'on appelle le machine learning, qui est l'identification visuelle. Ils ont entraîné l'algorithme sur du blé. Avant, quand vous aviez votre récolte de blé sur votre ferme, vous alliez au premier silo, nous c'est 40 km, faire tester pour savoir si votre grain de blé avait un taux de protéines suffisant pour qu'il parte dans des filières à pain ou pas, et vous le vendiez un peu plus cher. Aujourd'hui, avec une photo sur votre benne moisson, vous avez 3% d'écart avec la machine. Là, on les a connectés à une coopérative pour déjà mieux trier les silos et améliorer le classement de qualité. Demain, je pense que ça peut se développer sur plein d'autres filières.
Donc, c'est vraiment des outils qui sont aussi au service de la valeur ajoutée. Je l'ai mis en bas le chien parce que j'ai une obsession, c'est les farouchages. Donc, dans les autres sujets, les corps vidés sur ça, on n'a pas trouvé. Donc, on se dit peut-être demain, il y aura des chiens robots qui sont utilisés dans le bâtiment. Il est utilisé plutôt là en ce moment en essai sur une coopérative de maïs dans le sud-ouest pour ramener les volailles le soir. Pour éviter le déplacement à 22h, ils sont souvent en maïs plus atelier volaille. Et il arrive à reconduire, il y a un essai en ce moment, ça permet un déplacement en moins, c'était un des points de pénibilité demain, donc pourquoi pas. Voilà, ce que je vois, c'est de se dire, il faut travailler, on est des chefs d'entreprise avec l'innovation. J'espère que c'était clair. Et on va vous écouter échanger avec la salle et avec des questions. Antoine et Nicolas sont à votre dispo avec des micros. Première question, première réaction après cette présentation qui finit de manière vibrante la matinée. Monsieur, c'est Olivier. Olivier pour une première réaction. Ensuite, qui prendra la main? Super, merci pour cette présentation rapide mais inspirante. Est-ce que vous avez de la vigne sur votre ferme alors qu'on est dans le Nord? Mais maintenant, on met de la vigne dans le Nord. J'ai souhaité rester vivante, donc hors aire d'appellation. Non, plus sérieusement, on n'a pas un terroir qui s'y prête, mais on a fait énormément arboriculture, on a lancé de la myrtille petits fruits. Avec, vous voyez, moi j'ai la chance d'avoir eu 300 hectares sans aucune infrastructure. Donc on est en train de on a planté de l'agroforesterie sur un format de keyline, parce qu'on est convaincu que les courbes de niveau, notamment en élevage, ça entraîne des sujets de gestion, parce qu'on a le même sujet, les avoir plantés comme ça sur des courbes de niveau. Pour les animaux, on est obligé de faire une protection individuelle des arbres. Donc, moi, ce que j'explique à la chaîne de valeur, où il y a beaucoup de grandes marques qui offrent des arbres aux agriculteurs, ce n'est pas le sujet de payer nos arbres, c'est l'entretien et toute la sécurisation des haies, qu'il faudrait aussi trouver des financements un peu différents. Mais non, donc pas de vigne. En revanche, juste pour finir sur la myrtille, j'ai une question en ce moment. Il y a pas mal d'exploitations, notamment en Aquitaine, qui ont laissé 40% de leur récolte de myrtille, faute de travail détaché, qui est arrivé à temps. L'année dernière, en compétition sur un bassin en Aquitaine où il y a des compétitions de travailleurs détachés sur de l'arboriculture, viticulture, ça peut arriver ailleurs. Et donc moi j'ai décidé de ne pas avoir cette charge mentale, donc je suis en train de concevoir de la myrtille sur un robot qui existe, un robot cueilleur automatique, ce qui change ma densité de plantation en écartement. Donc ce que je veux dire, c'est aussi un choix qui est très difficile, c'est est-ce que la tech devient la clé d'entrée du design de mon futur atelier de diversification? Moi, c'est le parti pris que j'ai pris. Je suis tellement en tension d'emploi sur le bassin où je suis que j'ai dit, ça, je ne veux pas que ça soit le sujet. Donc, on va designer, si demain on mettait d'autres cultures, peut-être pas de la vigne, mais c'est des questions que je me pose en fait. Le risque social, pour moi, est devenu autant prégnant que la stratégie d'adaptation climatique. Il y a une étude qui est parue en viticulture, je ne sais pas si vous l'avez vue il y a 15 jours, sur le risque du réchauffement climatique sur la santé des travailleurs. On a des questions qui nous sont posées. On fait du bleuet pour une grande marque de parfum, pour Parfum Christian Dior, ils nous ont soutenus au début. Moi, j'ai une récolte manuelle de capitules de bleuet à la main au mois d'août. C'est quoi? Ce que j'estime, moi, je ne dis pas que c'est la norme. Donc, on a adapté les horaires de travail. Quel est le temps de travail que j'estime acceptable pour faire ça? Je peux vous dire, quand j'ai présenté à leur achat et la RSE, ils ont dit « Ah, ça, c'est la biodiff, ça, c'est le carbone ». Ils m'ont dit « Mais ça, c'est quoi ?» Je dis « C'est ma marque employeur, je ne peux pas demander à ma salariée de cueillir plus, je l'ai fait, ce n'est pas tenable. » L'impact social dans nos structures de coûts, là, il n'y a pas de mécanisation possible sur une petite surface comme ça, moi, me questionne beaucoup. Est-ce qu'on a calqué ça sur le modèle que nous, on avait ou nos parents avaient, ou est-ce qu'on a un vrai coût eurosocial de ce qui va être acceptable demain? On revient dans la salle, les micros sont à votre disposition. Antoine? J'ai une question. Ah, il marche, oui, c'est bon. Moi, j'avais une question, si ces innovations peuvent nous faire gagner du temps, combien de temps on perd à les trouver? Parce que c'est déjà toute une recherche à faire, temps de s'approprier les outils. Entre-temps, les outils sont obsolètes, il faut changer. Donc, quel temps on perd et comment on peut l'optimiser? En fait, je répondrai à l'envers, c'est pas chercher l'outil. Parce qu'en fait, la tech pour la tech, ça n'a aucun sens. C'est en tant que chef d'entreprise, quelles sont les tâches où vous n'avez plus envie de les faire, qui sont routinières, rébarbatives, sur lesquelles vous ne pensez pas avoir de valeur ajoutée. Et après, vous allez chercher l'outil. Ce que j'ai dit là comme exemple sont très marqués à
Ouais, des choses, le pré-remplissage des dossiers, avoir mon cabis, mon SIRET, aller chercher 12 fois mon numéro, truc muche, X fois, j'aime pas faire ça, quoi. Donc les premiers assistants que je suis allée chercher, c'était sur l'administratif parce que j'aime pas faire ça. Il y a peut-être ici des personnes qui aiment faire ça et qui vont aller chercher une texte sur autre chose. Donc c'est tout ce que vous jugez à faible valeur ajoutée et à peu près tout qui existe. Nous, on a quand même fait, vous appelez nos équipes innovation, un screen mondial de tout ce qui est fait. On n'est pas des endormis chez Hectare, donc j'allais dire, on a quand même une profondeur. Le sujet que je questionne, sur ce qui est administratif, juridique, comme tous les métiers, ça va être accessible. Ce que je n'ai pas encore craqué, c'est vraiment la robotisation. Ce que vous voyez tout à l'heure sur les robots dans les champs, etc., ce n'est pas encore assez mature dans les structures de coûts et dans l'approche des opérations. Donc il y a encore un petit saut technologique. Donc c'est aussi le pas de temps sur lequel vous êtes prêt à miser. Mais franchement, aujourd'hui, c'est déjà avoir ça en tête. Vous posez... Je sais que c'est pénible, on court tous après le temps. Hein. Moi, quand on m'a dit de faire les tableaux, de mettre les compétences, je me suis dit, oh, mais non, mais ça y est, ça va me prendre du temps. Mais de se poser juste 5 minutes. Moi, j'ai un sujet, c'est vraiment la maîtrise de mes coûts de production. Je suis désolée, mais quand j'entendais dans ma vie d'avant... les exploitants ne connaissent pas leurs coûts de production, je me suis dit, bah, quand même, dans toute boîte, on connaît ça. Mais la mise à jour... entre le parc matériel, mes amortissements, mes coûts d'intrants, etc. On est encore sur Excel. Quand maintenant un petit assistant IA va pouvoir remettre à jour ces données-là, ça me permet d'être beaucoup plus juste dans la gestion de mon risque. Première année, je vous le dis, grâce à ces outils-là qui m'ont gagné du temps, j'ai réussi à faire ma première provision pour risque aléas climatiques et corvidés. Désolée de revenir là-dessus, parce que j'ai eu la stat de savoir que depuis que j'ai repris Serre-Ferme, j'ai eu 10% de mon assolement à risque. Donc, ça m'a sorti un coût de semi-moyen ou le coût de ma perte de culture plus valorisé. Et j'ai pu faire une provision pour risque de mon risque aléa. Mais vous voyez, ça m'aide à piloter et à décider. Avant, on se retrouvait coincé sur un SMIC si mal passé quelque chose et on devait réagir dans l'urgence. Qui reprend la main pour une question? On va venir, Laurent, avec toi. Et puis, est-ce que quelqu'un ira derrière? Tout au fond de la salle, Nicolas, s'il vous plaît. J'y vais. J'ai deux questions. Est-ce que l'exploitation est rentable? Et est-ce que des professionnels viennent vous voir sur un registre un peu prospectif pour dire tiens, vous devriez essayer telle production pour essuyer les plâtres en quelque sorte? Alors, chaque modèle qu'on fait sur la ferme doit trouver, en tout cas au début, une histoire de rentabilité. Après, on se laisse 3 ans pour l'exécuter. Je vais vous reprendre, vous m'auriez vu il y a 4 ans, je ne vous aurais pas dit que j'étais à la tête d'un troupeau d'élevage laitier en Normande et qu'on ferait 400 000 pots. Mais ma préoccupation, c'était est-ce qu'on s'est réinstallé en élevage laitier? On a réécrit un modèle complètement en rupture, hein, puisque pour moi, il y a 2 voies. Soit vous cherchez de la taille critique, vous avez un robot de traite et il faut 150 ou 200 animaux. Soit vous êtes dans des conditions comme on est, c'est-à-dire peu de surface pour l'élevage, 60 hectares, et on est en monotraite parce que mon sujet, c'est que je ne trouverai personne à 4 heures du matin sur un élevage 100% plein air pour aller faire la traite. Donc la traite, elle est à 10h30. Donc on est parti dans nos modèles, pour répondre à votre question, on modélise par le social, ce qui change vachement la donne. Hein. Là, je suis en train de modéliser un atelier apicole sur la création d'un mi-temps de territoire. C'est pas j'ai tant de coups. L'abeille est un animal d'élevage à qui je peux apporter une ressource mellifère. C'est complètement différent de dire j'ai tant de couverts dans ma vigne et je vais coller tant de ruches, puis après on verra bien qui fait le job. Moi, je veux créer un demi-temps plein pour une femme ou un homme de mon territoire qui va s'occuper du miel. Ça fait combien de temps de travail au minimum horaire? Ça me fait combien de temps à occuper? Combien de temps on passe pas de ruche? Qu'est-ce que je dois apporter comme ressource mellifère? C'est un raisonnement un peu différent. Hein. Et donc, une fois qu'on y croit, souvent on va chercher un partenaire, parce que j'aime bien le risque et j'ai un associé, mais j'aime bien pas prendre les risques toute seule, qui pourrait être intéressé pour reproduire ça. Moi, et donc, par exemple, sur l'élevage laitier, pour reprendre l'exemple, ça a été la fondation Danone Écosystème qui nous a soutenus sur les 0 à 3, parce qu'on a pris tous les risques. On prend que des salariés qui n'ont aucune compétence technique et agronomique, parce que ça nous force à quantifier les tâches et à pouvoir avoir un vrai renouvellement. Et là, au bout de 3 ans, notre élevage, il est rentable. On commercialise 400 000 pots de yaourt et c'est OK. Je ne sais pas si ça devait être à refaire. Le financement, et c'est ce qu'on explique aux banques, au fond, dès qu'on transitionne et qu'on prend énormément de risques, il y a ce financement de la cuvette ou du U, vous l'appelez quand vous voulez, mais qui fait qu'à un moment donné, je peux refaire l'histoire dans ma tête, prendre une nouvelle salariée et lui dire tu fais 400 000 pots directs alors que moi j'ai toute ma dette de mon outil de transformation, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc nous on est en train de beaucoup bouger les lignes avec Hectare sur ce financement de cette prise de risque, mais il faut-il encore rassurer les financiers sur les modèles cibles. Donc c'est pour ça qu'on les expérimente, qu'on les donne en libre accès pour que d'autres s'en emparent et les reproduisent. Qui a le micro pour la question suivante? Oui, bonjour.
Vous parlez, je suis derrière là-bas, vous parlez d'innovation, de bilan carbone, de robotisation. Qu'en est-il de la sobriété numérique? Est-ce qu'elle est prise en compte? C'est un énorme enjeu. Alors aujourd'hui, on travaille sur justement des assistants IA. C'est une question qui m'a été posée. Aujourd'hui, on pourrait sur nos données à nous les héberger en data center, mais en fait, vous êtes sur les serveurs les plus sécurisés, sont tristement aujourd'hui américains. Hein. Enfin, je ne vais pas mentir, vous avez le cloud d'Amazon, le cloud de Google, et il y a un énorme besoin d'un cloud européen de données. Oui. Moi, j'en suis convaincue. Ça, c'est plus un sujet de ma vie d'avant, mais il va falloir, quand l'Europe est la première puissance agricole du monde, qu'on ne se retrouve pas non plus sur ça. Aujourd'hui, j'allais dire, dans nos gestes du quotidien, on donne tous des infos entre Instagram et les réseaux sociaux qui sont déjà hébergés ailleurs. Donc, moi, l'intérêt dans ce qu'on développe pour notre ferme, c'est d'avoir vraiment une sécurisation de la donnée. Sur la prise en compte du carbone et des data centers, on a quand même aujourd'hui une prise en compte du monde du numérique qui ne pourront pas être des gros postes d'émissions carbone aussi là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu de souveraineté. Non pas de la donnée d'agriculteur, la personne qui est à la tête d'hectare et à qui je dois rendre sa médaille, parce qu'entreprendre, je le dis souvent, c'est être absorbeur de choc, diffuseur de confiance, mais il ne faut pas être seul. Et moi, j'ai une équipe incroyable. Et celui qui a rejoint Hectare au début, il a fondé Blablacar, qui est une boîte que vous connaissez. C'est lui qui m'a apporté toute cette vertical tech. Et il est très frappé encore dans le monde agricole, où on est très soucieux de la propriété de notre donnée. Mais il nous dit, une donnée seule dans un coffre-fort ne sert à rien. C'est bien ce qu'on arrive à en faire collectivement qui a une valeur, en fait. Il nous reste 2 questions, le temps pour 2 questions. Quelqu'un a le micro, visiblement. Bonjour. Quel est votre regard sur les centrales d'achat, sachant que pour positionner 400 000 pots, vous n'êtes pas en circuit court? Je suis sur un grossiste hors domicile, s'appelle Transgourmet. Je ne sais pas si certains le connaissent, qui sert l'hôtellerie-restauration, et on le fait sous leur marque propre. Alors moi, j'ai une chance de les avoir convaincus en partageant l'Excel et en les faisant venir. C'est aussi la chance d'Hectare pour la sensibilisation des centrales d'achat hautes. C'est que franchement, trouver des modèles de reprise où je n'ai pas de bâtiment d'élevage, j'ai 90 hectares que j'ai mis à un prix de 10 000 € l'hectare, acheter des vaches et avoir 3 salariés, dont 2 au SMIC et 1 à l'équivalent de 35 000 € brut, je n'ai pas l'impression d'être à l'avant-garde sociale en Ile-de-France. Pour faire ça, j'ai 1,7 million d'investissement, il faut que je sorte 400 000 pots. Quand vous partagez ça à des acheteurs, moi je les ai mis à bord de l'histoire, de dire en fait, est-ce que vous avez envie qu'on réinstalle des personnes? Et en fait, notre sujet, c'est aussi qu'il y a une méconnaissance totale de nos structures de coûts, avec beaucoup d'imaginaire ou autre. Moi, je fais 0,7% de résultats nets quand j'ai tout fait, sans faute de quart sanitaire ou de grand risque. Donc, je les ai mis à bord et en fait, on a essayé ensemble d'optimiser chaque euro. Je le dis parce qu'en fait, on a la chance de pouvoir le faire. Par exemple, je passais 2h30 par jour à la personne que vous avez vue avec l'exosquelette. Son stress, c'était est-ce que le transporteur va venir chercher la palette? Est-ce qu'il va avoir le transpalette? Parce que moi, je ne sais pas faire. Et en plus, il faut que je rappelle, j'ai la responsabilité, comme on vend du frais, de prendre la température du camion. Et il faut que je sache s'il a été livré le lendemain à l'entrepôt de Valenton, qui est l'entrepôt de Transgourmet. 2 heures de stress sur la salariée qui n'était pas dans son domaine, qui n'a 0 valeur ajoutée. Et on a créé ensemble, et c'est répliqué dans toute la France avec ce grossiste-là, la ramasse à la ferme. C'est-à-dire qu'eux avaient des camions à vide, on leur a fait le bilan carbone, ils sont en multitempérature, et on a mis tous les jeudis le passage de venir, et je leur ai gagné 2 centimes par pot. En fait, je leur ai donné l'info de combien ça me coûtait. Est-ce que mon job, c'est de faire la logistique? S'ils sont meilleurs que moi et que ça leur fait gagner des centimes, tant mieux. Et donc, il y a aussi un sujet de partage de la contrainte. Alors, je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Et on sait qu'il y a un rapport de force disproportionné, qu'il y a une vraie compétition. Mais il y a quand même aussi une responsabilité de partager, de trouver des modèles gagnants. Moi, je peux faire un yaourt neutre en carbone, mais à un moment donné, il ne sera pas au même prix qu'un yaourt fait par un industriel qui écrasera mieux ses coûts. Donc, c'est des discussions très économiques. Donc, je suis effectivement, notre conviction, c'est que la transition sociale, parce que je la rajoute, elle aura un coût, et environnementale, ne pourra pas être portée que sur l'amont. Ce n'est pas vrai. Donc, tous les points d'efficience sur la logistique, sur ce qu'on peut gagner, doit être, en tout cas, discuté et documenté. Dernière question, madame. Oui, merci pour ce partage d'expériences très intéressant au niveau laitier, céréales, etc. Est-ce que vous avez des expériences à nous partager dans le domaine de la vigne ? Oui, alors on a eu une mission, on était moins confortable au début d'Hectare parce que c'était en Nouvelle-Aquitaine, dans Sauternes, mais comme vous l'avez compris, j'ai sévi pas mal dans le milieu viticole et j'ai pas su dire non, où on a fait un programme d'accompagnement sur des tensions sur le métier de tractoriste.
Et ça a abouti, j'en suis hyper fière, à leur formation d'un groupement d'employeurs. Comment ça s'est passé? On avait, et je ne dirais pas le nom des exploitations très différentes en termes de marque employeur, qui nous ont dit on ne les trouve plus. On ne trouve plus de gens tractoristes, c'est hyper bien payé, on est proche de Bordeaux. Et j'ai dit, bon, on va essayer de les trouver. Donc nous, on est allé faire les sorties de GMS Caisse en faisant vraiment du track d'annonces. Et on a trouvé une formidable caissière qui, je sais, est toujours en CDI et va être une des meilleures agents de taille en moins de 3 ans du domaine. Et c'est un domaine prestigieux. Et d'autres, et je ne le dirai pas médiatiquement ou autre, ce qu'on s'est mesuré, c'est qu'il y avait une appréhension de ne pas trouver les candidats. On les a trouvés. On les a trouvés, pas avec des compétences techniques. Zéro. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un dispositif, et ça, je pourrais donner au syndicat, parce que le but, c'est que ça soit... qui s'appelle la POEC. Et la POEC, c'est ça, ou POEC, c'est ça. Et en fait, vous pouvez le faire à plusieurs exploitations. C'est-à-dire que là, il y avait 5 employeurs. Je vais simplifier, désolé pour ceux qui connaissent le dispositif, mais je vais essayer de le simplifier. Comme vous recherchez quelqu'un, vous devriez être OK pour faire un contrat à la fin. Et moi, je le dis souvent, dans ce contrat, il y a une période d'essai. Donc, si vous cherchez vraiment quelqu'un, donc les gens qui rentraient en formation avaient la promesse d'un job dans les propriétés qui s'étaient manifestées. 5 propriétés, et ils voulaient entre 1 ou 2 personnes. Donc, on a fait un groupe de 8. Moi, je leur ai dit, je suis à Paris, les amis, avec Hectare. Je ne vais pas vous être d'une super utilité. Donc, c'est leur chef technique qui a fait tout le geste, parce qu'ils avaient des modes de taille différents entre les exploitations. On a fait le planning avec ces exploitations sur les jours où leur chef de culture était dispo. Ça a enlevé les jours. On est allé voir le lycée agricole du coin pour les plateaux de tractoristes. Ils ont dit, il y a des jours où c'est plus dispo. On a coché toutes les cases. Et nous, Hectare, on a pris tout le reste, qui était posture, sécurité au travail, tout le sujet minimum. Et ils sont tous rentrés en janvier. On avait un groupe de 10. Il y en a 8 sur 10 qui sont toujours en CDI à l'heure actuelle. Donc ça fonctionne. Je vais être transparente. Ce qu'on a eu à gérer, et c'est pour ça que je dis que d'autres organismes de formation ne l'auraient pas fait, la mobilité. C'est nous qui avons pris en charge le covoiturage, rien que pour la formation. C'était insurmontable. Vous aviez des gens qui avaient perdu un job. C'était au moment de la hausse du plein d'essence. On s'est retrouvés le dimanche où, peu importe, une propriété a changé le lieu de formation, c'était 1h30. Moi, je me suis retrouvée avec 5 personnes qui, dans la vraie vie, n'avaient factuellement pas la volonté de venir en formation, n'avaient pas les euros pour se faire 1h30 de route en plus pour faire le plein. Vous appelez un organisme de formation détaché, il ne le fait pas. Moi, j'ai dit à une fille chef de projet, demain tu y es, tu fais le plein, tu passes en note de frais, on gérera. Mais en fait, il y avait un truc, quand on prend un package social, on est responsable de ça aussi, et on est responsable d'autres choses. Je ne dirais pas les exploitations. Dans une formation, oui, on a eu des personnes qui n'avaient pas les chaussures de sécurité, les chaussettes. L'investissement même du kit pour la formation n'était pas accessible pour certains qui avaient perdu un job. Ils n'avaient pas 20-30 € à aller s'acheter. Et là, j'ai eu 2 réflexes d'exploitation. Je ne suis pas là pour dire ceux qui sont bien, pas bien. Il y en a qui m'ont dit, bon, on ne les paye déjà pas pour nos salariés, je ne vais certainement pas les payer pour un gars qui va venir en formation alors que je ne sais pas s'il va rester au bout. C'est quoi le kit minimum d'accueil? Donc nous, on a documenté tout ça. On l'a rendu à ces exploitations. Elles ont fait un groupement d'employeurs. Elles sont en train de répliquer ce sujet-là. Et moi, je trouve ça formidable. Elles se sont organisées sur la mobilité parce que comme il y a 8 sur 10 qui sont restés, elles ont partagé le covoiturage dans leur charge patronale pour que ces jeunes puissent venir à 35 minutes et on a créé de l'emploi de territoire. Ce que je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont incroyables, c'est juste 5 employeurs d'un territoire qui doivent partager, comme vous le faites sur la technique, l'enjeu social. Et je ne dis pas que c'est toujours gagnant, parce qu'il n'y a rien de plus incertain que les ressources humaines, mais il y a des solutions, il y a des gens qui ont envie, et pour nous, ça a été vraiment important. Et je le dis aussi, des différences d'accueil dans les propriétés, et c'est du vécu, entre un qui a dit « chez nous, les salariés, c'est là-bas », et lui a filé le sécateur en disant « de toute façon, c'est comme ça », et un autre qui a commencé par faire goûter un verre de vin en disant « la taille, pour mon métier, c'est hyper important, c'est la qualité du raisin, c'est pour ça que vous êtes là ». Je peux vous dire que quand derrière vous êtes centre de formation, il n'y a pas photo où ils ont envie d'aller à la fin. Non, et donc on a juste dit poliment l'écart de la marque employeur, ce que j'appelle, qui est un truc un peu de grand groupe, mais à l'échelle de 3 ou 4 kilomètres, ça doit être partagé collectivement. Parce que les gens, ils ont le choix, en fait. C'est nous qui sommes demandeurs. Donc voilà ce que je peux partager, c'est des toutes petites choses. Mais vous avez une force incroyable, c'est d'être un collectif. Vous êtes hyper fédérés dans les syndicats sur des sujets techniques. Je pense qu'il y a plein de choses à créer autour aussi du social. Merci Audrey Breulot, merci beaucoup de cette intervention et de ces réponses à vos questions. Le mot du président pour conclure cette matinée. Eric. Merci Audrey.
On s'est connus, alors elle connaît très bien la viticulture, hein, voilà, directrice de vins et sociétés, hein, c'est tout début, conseillère agricole du président de la République, donc elle le suit, et je sais qu'elle connaît très bien la région aussi. Hein, voilà. Moi, simplement, je dis qu'il fallait ouvrir les chakras, je crois que ils sont bien ouverts. Vous l'avez compris, on est en train de changer de monde, mais ça, je sais que vous le savez tous. On est en train de passer dans une société, dans une viticulture d'engagement. Engagement, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? Parce que les jeunes générations, moi je suis convaincu qu'ils viendront au vin. J'en suis convaincu. Quand ils auront peut-être un statut social. C'est pas en vendant dans un restaurant 12 € le verre de rosé à Paris, quand on est étudiant, on peut se le permettre. Mais quand ils auront un statut social, ils viendront au vin, mais il faudra qu'on puisse témoigner de notre engagement territorial, notre engagement environnemental. Et puis, c'est aussi pour ça que je souhaitais que Audrey soit là, l'engagement social. Alors, et je terminerai par là, et ce n'est pas uniquement aux viticulteurs à assumer le coût. Hein. Ça va être l'enjeu de demain aussi. Pourquoi ce serait que nous qui assumions ce coût? Donc, il faudra bien le partager. Hein. Et je crois que le partage de la valeur ajoutée sera le deuxième enjeu de demain. Et Audrey l'a un peu abordé. Hein. Je crois qu'on ne pourra pas subsister si on n'aborde pas ce sujet. Voilà, j'en termine là. Bon après-midi à tous et à bientôt.